Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne et au coffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Suite de votre rendez-vous économique du dimanche, toujours en compagnie de Thomas Binet. Et cette parenthèse, cette fois-ci dédiée à l'investissement, mon cher Thomas, au programme d'Osez investir ce matin. Maxime, pourquoi l'immobilier locatif continue-t-il de rassurer, d'attirer les Français, même en période d'incertitude? On vous donne les clés dans un instant. Et investir dans les entreprises a longtemps été réservé aux initiés. Est-il en train de s'ouvrir enfin au grand public, et à quelles conditions? Nous recevons Alain Huet, qui est cofondateur de la plateforme digitale Fundora, qui est dédiée à l'investissement dans les entreprises et qui ne sont pas en bourse pour les particuliers. Et les ETF, ce petit acronyme qu'on vous expliquera dans un instant, ces outils simples et peu coûteux, pourquoi séduisent-ils de plus en plus d'investisseurs français et pourquoi maintenant? On en parle avec Olivier Maltès, notre expert en marché financier. Eco-Réseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Thomas, le conseil de la semaine se dirige du côté de l'immobilier locatif qui séduit visiblement de plus en plus de Français. Qu'est-ce qui explique cet engouement un peu soudain quand même? D'abord parce que c'est concret, Maxime. Contrairement à des placements financiers parfois abstraits, l'immobilier, on peut le voir, le toucher, le comprendre. Les Français aiment cette idée de posséder un bien réel qui répond à un besoin essentiel, se loger. Et puis il y a le côté rassurant, même en période d'incertitude économique, la pierre reste perçue comme une valeur refuge. Mais au-delà du côté rassurant, qu'est-ce que les investisseurs viennent chercher concrètement dans l'immobilier locatif? Ils cherchent du revenu régulier. Le loyer, c'est une forme de salaire complémentaire qui tombe tous les mois et surtout, c'est souvent l'un des rares investissements que l'on peut financer à crédit. En clair, ce sont les loyers et parfois l'inflation qui aident à rembourser le bien, avec en bonus des dispositifs fiscaux qui peuvent alléger la note si le projet est bien structuré. Donc c'est un placement quoi? Clé en main? Presque Maxime, mais pas totalement. L'immobilier locatif attire parce qu'il combine rendement, sécurité et préparation de l'avenir, notamment pour la retraite. Mais il demande aussi de la méthode. Bien choisir l'emplacement, anticiper les charges, gérer les locataires. Ceux qui réussissent sont ceux quand même qui le voient comme un vrai projet patrimonial, pas comme un coup rapide. Et c'est sans doute ça, au fond, qui le rend si attractif. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Thomas, nous sommes avec Alain Huet, cofondateur de Fundora, première plateforme digitale dédiée à l'investissement en private equity pour les particuliers. Bonjour Alain Huet. Bonjour, merci de m'accueillir. Comment peut-on d'abord, on va passer par les fondamentaux, définir et expliquer en quelques mots le private equity? Écoutez, le private equity, c'est très simple. C'est ce qui concerne toutes les entreprises qui ne sont pas cotées en bourse aujourd'hui, comme par exemple Sud Radio appartient à un groupe qui n'est pas coté en bourse. D'accord, donc on va mettre de l'argent dans ces entreprises de cette manière sans passer par la bourse. C'est ce que vous nous dites. Exactement. Alors pourquoi autant de particuliers ont envie d'investir mais n'osent pas passer à l'action selon vous? Je pense qu'aujourd'hui en France, il y a un gros manque d'éducation financière. Qui n'est pas appliqué quand on est jeune. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui commencent à être mises en place par rapport notamment à la situation des retraites. Donc beaucoup de Français et de Françaises prennent en main leurs finances personnelles. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'acteurs de l'investissement, on vient ouvrir une nouvelle porte, un nouveau segment de l'investissement pour les particuliers. Et votre sentiment, c'est que la nouvelle génération est plus intéressée que l'ancienne génération, si je peux le dire ainsi? Bien sûr, déjà la nouvelle génération s'éduque beaucoup sur les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de créateurs de contenu aujourd'hui qui œuvrent en bien ou en mal, pour certains, pour l'investissement. Oui, donc ce que vous voulez dire par là, c'est que les réseaux sociaux ont permis cette facilité d'accès à l'information. Exactement. Alors, on va s'intéresser à vous. Fundora, c'est quoi exactement quand vous devez l'expliquer à quelqu'un qui n'investit jamais? Écoutez, Fundora vous permet d'investir donc dans des entreprises non cotées au travers de fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, c'est un gros mot qui veut juste dire qu'il y a une grosse enveloppe par laquelle des investisseurs l'alimentent avec de l'argent. Et cette grosse enveloppe, elle est gérée par des experts de l'investissement qui sont chargés de l'investir dans 10, 15, voire 30 entreprises non cotées afin de créer de la valeur et les revendre par la suite afin de donner des distributions aux investisseurs qui auront alimenté cette enveloppe. Alors, qu'est-ce qui vous différencie chez Fundora à d'autres solutions d'investissement qui existent?
Alors aujourd'hui, il existe des solutions d'investissement en private equity en direct, c'est-à-dire que on arrive sur une plateforme et on peut choisir une entreprise ou une autre qui elle-même se sera mise en ligne sur la plateforme pour venir récolter des fonds. Fundora, c'est de l'investissement plutôt indirect, c'est-à-dire qu'on propose directement des fonds d'investissement dans lesquels vous pouvez investir au travers de thématiques assez ciblées et des géographies très diversifiées dans le monde entier. Alors, vous choisissez quel type de thématique, justement ? Alors ça peut aller de la cybersécurité jusqu'à des PME plus traditionnelles en Europe, en passant par l'IA, en allant dans les semi-conducteurs. Donc on essaye de toujours donner des thématiques très ciblées pour que l'investisseur, au fur et à mesure des mois et des années, puisse se construire un portefeuille diversifié selon ses croyances. Alors restons dans les éléments concrets. Combien faut-il investir pour commencer afin que cela soit vraiment intéressant ? Alors, c'est vraiment intéressant à partir du moment où on commence à s'y intéresser. Déjà, parce qu'on s'éduque sur un sujet, on s'éduque sur l'économie, sur la géopolitique aussi, donc ça déjà c'est intéressant. Après, en parlant d'argent, nous, le ticket d'entrée est à partir de 100 €. Pourquoi 100 €? Parce que toutes les semaines ou tous les mois, vous allez pouvoir réinjecter de l'argent dans nos nouveaux fonds. Et finalement, en injectant à chaque fois 100 €, ça peut terminer en 1 000 €, 2 000 €, 10 000 €, parfois 100 000 € pour certains investisseurs. Donc après, à soi de se constituer le portefeuille qui nous ressemble avec les moyens qu'on a. Alors, comment chez Fundora vous sélectionnez les projets et vous évitez les mauvaises surprises pour vos investisseurs ? Alors l'avantage, c'est que les fonds d'investissement, eux, ont ce qu'on appelle un track record, donc un historique de performance en français, qui est audité et régulé par les autorités, qu'elles soient en France ou à l'étranger. Ce track record-là qui est audité, il nous permet de savoir l'historique de performance que le fonds d'investissement a pu rendre dans les dernières années. Souvent, ça se mesure en plusieurs décennies et il est capable de retranscrire potentiellement la performance qu'il peut faire plus tard. Je tiens à rappeler que les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais ça peut donner une certaine indication. Ensuite, on va regarder l'alignement d'intérêts des gestionnaires, c'est-à-dire que ces experts qui sont chargés d'investir pour vous de l'argent doivent eux-mêmes investir de l'argent dans ce fonds-là. On parle souvent de fonds avoisinant les 100 millions de dollars ou les 100 millions d'euros. Souvent, nous, ce qu'on va demander, c'est au moins 5% de ce montant-là doit être financé aussi par les gestionnaires, ce qui prouve un alignement d'intérêts. Donc, s'ils perdent votre argent, ils perdent aussi leur argent. Alors, on va s'intéresser aussi, on va se mettre à la place de nos auditeurs et de futurs peut-être investisseurs. Quand ils mettent de l'argent dans ces entreprises, est-ce qu'ils gardent la main sur cet argent ou est-ce qu'il est bloqué pendant des années pour que ça soit très concret ? Alors, officiellement, le private equity est une classe d'actifs qui est complètement illiquide. Ce sont des fonds fermés. Une fois que vous avez versé votre argent, ce sont les gestionnaires qui l'investissent et qui vous le rendent dans une période qui est donnée souvent entre 5 et 10 ans. Maintenant, l'objectif de Fundora, ça va être aussi de créer un peu de liquidité, d'être novateur aussi sur le sujet, de pouvoir créer un marché secondaire, donc comme un marché de l'occasion finalement de ces parts de fonds, et que les utilisateurs puissent se les échanger dans le temps, afin qu'il n'y ait plus ce problème justement de liquidité. Si vous avez besoin de votre argent, vous pouvez le récupérer. Oui, donc donner de la souplesse là où il n'y en a pas, exactement. En définitive. Quel niveau de rendement espéré et comment peut-on l'interpréter ? Historiquement, le private equity dispose des meilleurs rendements qui existent, bien au-dessus de la bourse ou de l'immobilier. On parle aujourd'hui de 14% par an sur les 15 dernières années. Ça reste une moyenne. Il faut prendre en compte qu'il y a les mauvais élèves et les bons élèves. Notre but, c'est d'aller chercher les bons élèves. Alors, vous pouvez nous donner exemple de, là vous avez donné des secteurs, mais d'entreprises qui ont bien performé avec vous ? Bien sûr, dernièrement, vous avez peut-être été mis au courant du rachat de Grok par Nvidia. Une entreprise dans l'IA. Donc voilà, c'est une ligne du fonds, ce qu'on appelle une ligne. C'est dans un fonds qui investit dans 15 entreprises. On appelle ça 15 lignes. Elle a fait x5, cette entreprise, récemment. Alors, on est d'accord pour dire que souvent, et vous ne dérogez pas à la règle, on évoque les nouvelles technologies, l'IA, etc. Ça veut dire que c'est vraiment dans ce domaine-là qu'on peut trouver de la performance ? On peut trouver de la performance partout, mais la performance est toujours corrélée au risque. C'est-à-dire que si on veut plus de performance, on va aller chercher plus de risques, évidemment. Et le risque, aujourd'hui, se situe dans l'IA, au même titre que sa performance. Alors, vous êtes lancé en juin 2025, vous avez 22 000 investisseurs, sauf erreur de ma part. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes une plateforme digne de confiance ? Alors, pourquoi je pose la question ? Parce que, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, il y a des influenceurs qui disent tout et n'importe quoi, quelquefois, sur les réseaux sociaux. Et je me mets à la place des investisseurs qui nous écoutent ce dimanche matin, ils savent pas trop où ils mettent leur argent. Et donc, ils ont quand même des inquiétudes. Il faut qu'on les rassure, pour autant qu'on puisse les rassurer. En quoi vous êtes plus digne de confiance qu'un autre ? Alors, deux choses, tout simplement, et j'invite tous vos auditeurs à vérifier cette information à chaque fois qu'ils vont découvrir une plateforme d'investissement, c'est vérifier ses agréments.
Nous, aujourd'hui, on est agréé par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, au travers de notre partenaire réglementaire Sanso-Longchamp. C'est lui-même un fonds d'investissement qui a 3 milliards d'euros sous gestion, une société de gestion parisienne qui a 20 ans d'existence. Et nous avons un agrément ACPR, donc c'est l'équivalent de la Banque de France, qui va vérifier tous les flux de transactions et les paiements qui sont faits sur la plateforme. Donc nous, aujourd'hui, même si on voulait partir avec la valise, on ne pourrait pas, puisqu'on n'a pas accès aux fonds des clients. Alors, vous êtes dans une situation où vous avez très fortement grossi sur cette année. C'est quoi vos objectifs pour l'année prochaine ? Ou l'année en cours, puisqu'on est en 2026. Nos objectifs pour l'année prochaine, c'est vraiment de s'inscrire dans l'éducation financière. Je pense que démocratiser un actif comme le private equity, ça passe pas juste par faire une plateforme et un ticket d'entrée plus bas. C'est aujourd'hui apprendre aux Français et aux Françaises à investir leur argent au travers de notre plateforme et pas que les faire investir dans un produit qu'ils ne comprendraient pas. Alors sur votre sujet, et ça sera ma dernière question, un auditeur devait retenir un élément important dans votre propos pour pouvoir investir en private equity, ça serait quoi le conseil que vous lui donnez ? Un élément important pour investir en private equity, diversifier au maximum. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a mis le ticket d'entrée le plus bas possible. C'est pour que vous puissiez investir dans le plus de fonds possible avec pas beaucoup de moyens, en l'occurrence, et en diversifiant, en répartissant, exactement, pour répartir le risque. C'est le plus important. Merci à vous. Merci beaucoup Alain Huet d'être passé du côté d'Oser Investir, et je rappelle que vous êtes le cofondateur donc de cette plateforme d'avenir qui s'appelle Fundora. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Pour terminer, comme il se doit, cette matinée de dimanche, mon cher Thomas, nous sommes avec Olivier Malteste, expert en marché financier, professeur de finance à Paris-Dauphine. Et vous allez avec lui nous parler des fameux ETF, ces véhicules d'investissement qui font, mais alors, beaucoup parler d'eux. Oui, Maxime, les ETF, et Olivier va nous en parler dans un instant, on en parle régulièrement d'ailleurs ici, et vous avez voulu revenir sur une étude de la plus grande société de gestion d'actifs mondiale qui est BlackRock, qu'on entend évoquer souvent, qui a publié en fin d'année dernière, ce que vous avez trouvé d'ailleurs de très intéressant. Alors Olivier, pour rappel tout d'abord, c'est quoi un ETF ? Un ETF, c'est comme un panier d'actions. Donc au lieu de choisir une entreprise, vous choisissez directement tout d'un coup un marché et vous investissez dessus avec un moindre coût. Et un ETF, c'est un fonds d'investissement qui va avoir la particularité d'être coté en bourse. Alors, historiquement, il cherchait à répliquer la performance d'indices financiers, comme le CAC 40 ou le S&P 500 par exemple. Et depuis, les gammes se sont étendues et on trouve même aujourd'hui des ETF actifs qui se comportent comme des fonds traditionnels. Alors j'avais évoqué dans le début de mon propos l'étude. Alors justement, qu'avez-vous retenu de cette étude de BlackRock ? BlackRock, c'est le leader des ETF en Europe. Ils ont à peu près 40% de part de marché. Et donc, ils ont une vue vraiment globale. Et ils ont comparé le comportement des Français par rapport à nos voisins européens. Et c'est ce qui m'a particulièrement intéressé. Alors déjà, vos auditeurs, ils sont chanceux parce qu'ils connaissent certainement déjà les ETF. Alors que dans cette étude, on apprend que la connaissance sur ces produits en France est inférieure à la moyenne européenne. Puisque 54% des adultes déclarent qu'ils n'avoir jamais entendu parler, contre 41% en Europe et même 19% chez nos voisins allemands. Et qu'est-ce qui explique selon vous ce retard ? C'est la structure de l'épargne en France. Même si on entend de plus en plus parler de plateformes digitales, de banques, de sociétés de gestion, de courtiers en ligne, et notamment depuis le Covid, l'épargne en France reste massivement confiée à des acteurs traditionnels qui ne proposent que pas ou très peu d'ETF, car ils sont moins chargés en frais et donc moins rémunérateurs. Mais cela est en train de changer. En train de changer, vous dites, c'est-à-dire ? Eh bien, d'après BlackRock, par rapport à 2024, la France enregistre la plus forte croissance dans la détention d'ETF en Europe, plaçant les ETF au 5e rang des produits d'investissement les plus populaires du pays. De plus, le leader en ETF prévoit 1,6 million de nouveaux investisseurs en ETF supplémentaires en France au cours des 12 prochains mois, soit une augmentation de 61% par rapport à la base actuelle. Donc c'est énorme. Donc investir comporte des risques, évidemment, mais en 2026, il semble difficile de ne pas regarder les ETF et de ne pas comparer par rapport à ces investissements actuels. Mais alors qu'est-ce qui pousse les investisseurs français à commencer à investir, Olivier ? Alors 1 sur 5 déclare avoir commencé à investir par peur de rater une opportunité. Il déclare par exemple avoir été motivé en voyant des investisseurs faire fructifier leur argent et ne voulaient pas être laissés de côté. Et pourquoi, d'après les personnes interrogées, faut-il choisir les fameux ETF ? 42% des investisseurs choisissent les ETF pour leur diversification. Et on peut noter que 29% de l'ensemble des adultes français, dont 21% parmi ceux qui n'investissent pas actuellement, déclarent être intéressés par un plan d'épargne en ETF au cours des 2 prochaines années. Merci Olivier. Et merci beaucoup mon cher Thomas pour ce rendez-vous Oser entreprendre et Oser investir. On se retrouve comme d'habitude dimanche prochain. Avec plaisir. Sud Radio, Oser investir, Thomas Binet.
Avec Yomoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.